La plupart des gens n'est pas prête à l'admettre. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Il ne s'agit pas de coups de chance ni de vie sans obstacle, mais du travail quotidien et silencieux de ceux qui décident de ne pas se rendre face au poids du quotidien. Le piège le plus courant est d'attendre que le monde change d'abord, que les circonstances soient parfaites, que les désagréments et les peurs disparaissent. Mais la vérité est plus cruelle. Aucun environnement externe ne va fabriquer pour toi une existence pleine. Si ce n'est pas toi qui prends le contrôle, tout ce qui t'entoure finira par façonner ton caractère à sa guise. Et vivre ainsi coûte cher, car la dette intérieure grandit chaque fois que tu trahis ton authenticité, chaque fois que tu remets à plus tard le courage ou que tu permets au bruit des autres d'envahir ta paix mentale. Le bonheur exige de la discipline, pas de la fantaisie. Il exige de choisir l'inconfort quand c'est ce qu'il faut faire et de remercier même ce qui semble insignifiant. Les stoïciens le savaient. La vie concerne moins ce qui se passe à l'extérieur et plus la façon dont tu entraînes ton esprit à répondre. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de raccourcis, mais de 5 règles fondamentales. Ce sont des principes durs mais libérateurs que tu peux pratiquer n'importe où et à tout moment. Le bonheur s'entraîne. Il ne se hérite pas. Si tu cherches une vie plus heureuse, tu devras cesser de négocier avec tes propres excuses. Ce n'est pas simple, mais ce n'est pas impossible non plus. Ici commence le véritable entraînement. 1. Vis selon ta vérité intérieure. Arrête de te mentir. La plupart de tes journées, tu les passes à agir pour les autres, en pilote automatique et avec la peur collée à la peau, répétant ce qu'on t'a appris à désirer et déguisant tes véritables opinions pour ne pas déranger. Crois-tu vraiment que tu seras heureux en te cachant de toi-même? La première règle est brutale, car elle exige que tu cesses de chercher l'approbation de gens que tu ne respectes même pas. Tu n'es pas libre si tout ce que tu fais est filtré par la peur de rester à l'écart, de décevoir, d'être critiqué. Les masques que tu portes te coûtent cher. Chaque fois que tu les choisis, tu pèses avec des morceaux de ton identité, hypothéquant ton bien-être en échange d'une acceptation vide. Si tu dois te trahir pour t'intégrer, le prix est ton bonheur. Il n'y a pas moyen de construire une vie authentique si tu ne commences pas par affronter l'inconfort d'être qui tu es vraiment, même si cela signifie déplaire, perdre des amitiés ou décevoir des attentes extérieures. Ce n'est pas un romantisme naïf. Il s'agit de la responsabilité de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à prendre des décisions alignées avec ton propre jugement, même si elles sont impopulaires. L'excuse de « c'est comme ça » ne fait que perpétuer ton insatisfaction. Le véritable changement commence lorsque tu coupes à la racine l'habitude de te trahir dans les petites et grandes choses. Sois brutalement honnête. Combien de fois par jour agis-tu par peur et non par conviction? Combien de fois étouffes-tu tes opinions, tes goûts, tes limites, juste pour éviter un conflit ou un inconfort? Ne te trompe pas. L'harmonie que tu obtiens ainsi est fragile et superficielle. La seule paix réelle arrive quand tu n'as plus à te souvenir de quelle version de toi-même tu as montré à chaque personne. L'authenticité est une discipline, pas une pause. N'attends pas que tout le monde te célèbre. L'authenticité dérange ceux qui vivent de simulacres. Prépare-toi à perdre, car quelque chose se perd toujours quand on se choisit soi-même. Mais ce coût est non négociable si tu veux vraiment construire le bonheur de l'intérieur. Personne ne va te donner la permission d'être toi-même. C'est une décision inconfortable, parfois solitaire et toujours défiant. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve la légèreté de savoir que la vie que tu construis t'appartient. Il n'existe pas de bonheur durable construit sur l'auto-tromperie. Si tu as peur de décevoir, déçois. Si tu as peur de rester seul, reste seul, mais ne continue pas à perpétuer la version petite et déformée de toi que les autres te demandent. Chaque fois que tu choisis l'authenticité, tu entraînes le muscle de ton caractère, et chaque fois que tu te trahis, tu accumules une dette intérieure qui, tôt ou tard, génère des intérêts très élevés. Le bonheur n'est pas le résultat de plaire à tout le monde, mais de te respecter toi-même. Commence aujourd'hui.
Identifie une seule chose dans laquelle tu te trahis et corrige-la, même si cela fait mal. L'inconfort passe, la satisfaction d'être fidèle à ta vérité demeure. C'est ça, vivre selon ta vérité intérieure, et tout le reste n'est qu'une survie déguisée. 2. Choisis d'avancer, pas d'être parfait. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, et avant même de te lever, la première vague d'autocritique est déjà en marche. Tu penses à la réunion que tu as évitée hier, à la nourriture peu saine que tu as choisie par fatigue, à ce message auquel tu n'as pas répondu. En quelques secondes, la pression de tout bien faire commence à comprimer ta poitrine. Aujourd'hui, comme presque tous les jours, tu te sens en retard par rapport à un objectif invisible, la perfection que tu n'atteins jamais et que pourtant tu t'imposes comme si c'était une obligation fondamentale. Cette voix intérieure qui te rappelle chaque erreur, chaque faux pas, chaque petit oubli, ne vient pas de nulle part. C'est le résultat d'années à entraîner l'habitude de te comparer à des idéaux impossibles. Un mécanisme mental qui te fait sentir insuffisant chaque fois que tu n'atteins pas le standard que tu as inventé ou que quelqu'un d'autre t'a imposé. Le piège est simple. Plus tu t'obsèdes à ne jamais échouer, moins tu avances. Le perfectionnisme n'est pas une vertu, c'est un piège déguisé en ambition. Il te fait croire que, si tu parviens à contrôler chaque détail, tu seras enfin digne de respect, d'amour, de repos. Mais en pratique, tu accumules seulement frustration et peur de te tromper. Tu te paralyses avant de commencer. Tu te punis lorsque tu n'atteins pas le niveau rêvé. Ainsi, chaque tentative d'avancer devient une source d'anxiété, car il manque toujours quelque chose, il y a toujours un défaut. Tu aurais toujours pu faire mieux. Quand tout ce que tu vois, c'est l'erreur, tu ne peux jamais célébrer le progrès. Ce filtre mental du tout ou rien déforme ta capacité à reconnaître ce que tu as effectivement accompli. Il est facile de se perdre dans l'auto-reproche, d'oublier que chaque pas, bien qu'imparfait, est un investissement réel dans ton développement. La peur de ne pas être à la hauteur te maintient immobile, reportant des décisions, attendant le moment idéal, le jour où tu te sentiras prêt. Mais ce jour parfait n'existe pas. Les opportunités n'attendent pas que tu te sentes sûr. La vie ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu aies tout corrigé. Si tu cherches la perfection avant de bouger, tu vas juste rester là où tu es, portant le lourd sac à dos de ce que tu n'as pas essayé. L'auto-exigence extrême te vole seulement de l'énergie que tu pourrais utiliser pour apprendre et t'adapter. Tu n'as pas besoin d'être impeccable pour avancer, tu as juste besoin du courage de faire le premier pas sans garantie. Avancer est plus précieux que de tout faire parfaitement. C'est la règle qui libère. Si tu te donnes la permission d'échouer, la peur perd de son pouvoir. Chaque erreur cesse d'être une fracture dans ta valeur et devient une donnée, une leçon, un pas de plus vers ce que tu veux vraiment. Ce n'est pas une résignation médiocre, c'est de la maturité. Accepter que l'amélioration se construit à coups d'essais, d'ajustements et de répétitions. La véritable croissance se produit lorsque tu oses bouger même si le doute t'accompagne. Ne plus avoir peur de l'erreur, c'est gagner la liberté d'avancer. La perfection est paralysie, le progrès est pouvoir. Personne ne se souvient du chemin exact qu'il a pris pour s'améliorer, mais tout le monde se souvient de la sensation d'avoir essayé, de ne pas être resté immobile par peur de ne pas faire parfait. Ta vie va changer le jour où tu décideras de valoriser le mouvement plutôt que l'image impeccable. Ne te mesure pas par l'absence d'erreur, mais par l'honnêteté de tes avancées. Au final, le bonheur ne réside pas dans la perfection, mais dans la tranquille fierté de savoir que tu as choisi d'avancer. 3. Fais ce qui est juste même si cela dérange. Parfois, je me surprends à mesurer mes décisions avec une règle extérieure, sachant parfaitement que ce qui est juste ne coïncide pas toujours avec ce qui est confortable. Il y a un point exact où la conscience serre. Et malgré cela, la tentation d'éviter le conflit surgit, de rechercher l'accord facile, de se taire pour éviter cet inconfort immédiat. Mais la vérité est que chaque fois que j'ai cédé, que j'ai choisi le silence, au lieu de défendre une limite ou de soutenir une conviction, je l'ai regretté par la suite. Le coup est invisible au début,
mais ils s'accumulent comme une dette intérieure. Chaque fois que tu choisis ce qui est pratique plutôt que ce qui est juste, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu souhaites être. Il ne s'agit pas seulement de grands dilemmes, c'est dans les détails quotidiens que ce muscle s'entraîne, dans la décision de ne pas participer à une conversation que tu sais être mauvaise, dans le refus de suivre une consigne juste parce que tout le monde le fait, dans le simple acte de dire non, même si cela génère de la tension. L'inconfort, en réalité, est un signe que quelque chose de précieux est en jeu. Si tu n'agis que lorsque tout est facile et que personne ne se dérange, ton caractère devient fragile, dépendant du climat extérieur, incapable de soutenir des décisions difficiles. Fais ce qui est juste, même si cela fait mal. Le prix de ne pas le faire est ton intégrité. Le mécanisme est ainsi. L'esprit cherche des raccourcis pour éviter les frictions, rationalise le conformisme et le part de prudence ou de diplomatie, mais au fond, tu sais quand tu justifies une omission pour ne pas faire face à l'inconfort. Il est facile de déguiser l'évasion en intelligence émotionnelle, mais si tu l'analyses avec honnêteté, la différence entre bien agir et agir confortablement est nette. Le confort offre souvent des récompenses immédiates, approbation, tranquillité momentanée, moins de discussions. Mais ce qui est juste, bien que cela fasse mal à court terme, construit une base solide pour ton estime de soi. Car chaque décision inconfortable que tu maintiens par principe te donne une référence interne de valeur. Le vrai bonheur n'est pas le résultat de collectionner des moments agréables, mais de pouvoir regarder en arrière et te sentir en paix avec les décisions que tu as prises, même quand personne ne regardait. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est préférer la vérité au soulagement. Cet entraînement nécessite une vigilance quotidienne. Il ne s'agit pas de devenir un héros moral, ni de rechercher des conflits inutiles, mais de comprendre que la vie est pleine de petites bifurcations où tu peux choisir entre la cohérence et l'auto-tromperie. Accepter l'inconfort comme partie inévitable de faire ce qui est juste est une décision stratégique. Si tu ne poursuis que l'agrément, tu deviens otage du confort des autres. Si tu choisis ce qui est juste, tu gagnes en liberté intérieure. L'inconfort est temporaire, mais le respect de soi demeure. Et oui, il y aura des conséquences. Tu perdras des sympathies, peut-être des opportunités, tu seras obligé de maintenir ta position face aux critiques ou aux regards de désapprobation. Mais le prix à payer pour éviter l'inconfort est bien plus élevé à long terme, car il te vole la possibilité de t'admirer, de construire une vie pleine de sens. Il n'y a pas de raccourci. L'intégrité est un chemin inconfortable, mais c'est le seul qui ne te laisse pas vide. La prochaine fois que tu ressentiras cette impulsion de céder juste pour t'épargner un mauvais moment, souviens-toi que le soulagement est passager, mais ta réputation intérieure reste avec toi. Fais ce qui est juste, même si cela dérange. C'est le seul moyen de construire un bonheur qui ne dépende pas de l'approbation extérieure, mais de la fierté tranquille de savoir que tu as agi selon tes valeurs. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire dans ta vie. 4. Défends ta tranquillité mentale. Un esprit sans défense est comme un verre d'eau posé au bord d'une table fréquentée. Le moindre frôlement, la moindre vibration extérieure peut le renverser et répandre son contenu en une seconde. Il y a de petits gestes qui te trahissent. La mâchoire serrée quand quelqu'un t'interrompt avec une critique déguisée en conseil, les épaules tendues en lisant des messages que tu ne t'attendais pas à recevoir. Le pouls accéléré après une réunion où ton avis a été ignoré. Le corps enregistre avant l'esprit le moment exact où ta tranquillité commence à se fissurer. Il n'est pas nécessaire d'avoir un grand conflit pour que l'inquiétude s'infiltre par une minuscule fissure et s'installe dans ta journée. Il suffit d'un mot malveillant, du regard jugeant de quelqu'un que tu ne connais même pas, d'un imprévu qui perturbe l'ordre que tu avais prévu. Tout à coup, tu te retrouves à réagir à des impulsions extérieures, accordant de l'espace mental à des préoccupations qui ne te concernent même pas. Ainsi se perd la clarté. En ruminer des offenses, en anticipant des scénarios qui n'arrivent jamais,
en transformant chaque interruption en source d'anxiété. Défendre ta tranquillité mentale n'est pas un acte passif, mais un travail actif et constant, tout comme fermer à clé une porte pour que personne ne passe sans invitation. Les personnes qui ne savent pas poser de limites deviennent une sorte de terrain libre. N'importe qui se sent en droit d'y déposer ses déchets émotionnels, de décharger ses frustrations, d'exiger des explications pour apaiser leur propre insécurité. Si tu ne sélectionnes pas consciemment ce que tu permets d'entrer dans ta tête, tu finis par te transformer en gardien des problèmes des autres, portant le poids des attentes, des colères et des demandes qui ne te concernent pas. Le prix est élevé. Chaque fois que tu cèdes ton espace mental à l'agenda des autres, tu dilues ton énergie, tu perds le focus et tu t'habitues à vivre en mode réactif. Il y a une phrase emblématique ici. Ta tranquillité n'est pas une monnaie d'échange. Personne ne va te donner la paix que tu ne défends pas. Pour protéger cet état intérieur, tu dois apprendre à dire non, à laisser des conversations sans réponse, à te retirer de discussions qui cherchent seulement à t'entraîner dans des dynamiques toxiques. Le geste peut être aussi simple que de laisser le téléphone face cachée pendant un repas, ou aussi ferme que de refuser de résoudre le problème qu'un autre refuse d'affronter. La tranquillité mentale est un espace privé. Ne laisse pas n'importe qui entrer sans enlever ses chaussures. La véritable force ne réside pas dans le fait de tout supporter sans se plaindre, mais dans le choix de ce à quoi tu consacres ton attention. Être sélectif dans tes combats n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. Il y a des situations qui ne méritent que ton indifférence, des personnes qui ne méritent que ta distance, des pensées qui ne méritent que d'être observées et laissées passer. Celui qui défend sa paix n'est pas froid ni insensible. C'est quelqu'un qui a compris que le désordre mental est le prélude au malheur. Chaque fois que tu priorises ta tranquillité sur l'impulsion de répondre, de clarifier, de gagner une discussion, tu entraînes la discipline de ne pas laisser la vie t'entraîner où que ce soit. La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la clarté au milieu du chaos. Si tu apprends à identifier quand ton esprit se remplit de préoccupations extérieures, tu peux reprendre le contrôle de tes journées. Une seconde phrase emblématique. Celui qui prend soin de sa tranquillité prend soin de sa vie. Le bonheur ne se construit pas sur l'épuisement permanent, ni sur l'obsession de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Il se construit sur la capacité de réserver ton énergie pour ce qui compte vraiment, de choisir consciemment quelles pensées tu nourris et lesquelles tu laisses mourir de faim. Défendre ta tranquillité mentale est un acte de respect envers toi-même. Ce n'est pas négociable, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental si tu veux une vie propre et non seulement une existence empruntée. Chaque limite que tu établis est un rappel que ta paix a un propriétaire et que ce propriétaire, c'est toi. 5. Remercie pour ce que tu as déjà. La gratitude n'est pas un joli mantra, c'est ton obligation de base si tu ne veux pas vivre comme un esclave de l'insatisfaction. Je te le dis sans détour, si tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as déjà, tu ne seras pas heureux non plus lorsque tu obtiendras ce que tu désires. Il y a un piège mental qui te maintient enfermé dans la pénurie, et c'est cette habitude misérable de toujours te concentrer sur ce qui manque, sur ce qui pourrait être mieux, sur ce que les autres ont et que tu n'as pas. Ce filtre n'est pas innocent. C'est un mécanisme d'auto-sabotage qui te vole de l'énergie, te rend aveugle à tes propres progrès et te transforme en mendiant émotionnel attendant des miettes de satisfaction future. La gratitude quotidienne est l'antidote contre cette mentalité de manque, mais il ne suffit pas de réciter des phrases vides ou de faire des listes superficielles. Il s'agit d'entraîner l'œil à trouver de la valeur dans le quotidien, même lorsque la vie ne ressemble en rien à ce que tu as rêvé. Vas-tu continuer à reporter ton bonheur jusqu'à ce que tout soit parfait? Ou vas-tu accepter une bonne fois pour toutes que la perfection est une excuse pour ne pas t'engager dans ton présent? Le problème, c'est que tu as été conditionné à penser que le bonheur est un objectif lointain, une destination que tu atteins seulement après avoir coché toutes les cases imaginaires du succès, de la reconnaissance ou du confort.
Mais cette logique est le chemin le plus rapide vers la frustration chronique. Si tu ne peux pas reconnaître ce que tu as déjà comme suffisant, au moins pour aujourd'hui, rien de ce que tu obtiendras demain ne te comblera. Ce qui te manque ne sera jamais aussi grand que ce que tu ignores en ne regardant pas bien. Arrête de romantiser l'idée que le fait d'être exigeant et de ne jamais être satisfait est un signe d'ambition. En réalité, c'est une forme sophistiquée d'immaturité émotionnelle. Si tu ne t'entraînes pas à la gratitude, ton esprit devient une machine à trouver des défauts, une usine à plaintes, un générateur constant d'insatisfaction. Le manque est une habitude, la gratitude aussi. Ne confonds pas gratitude avec conformisme. Personne ne te demande de renoncer à tes objectifs, ni de te résigner à une vie médiocre. Il s'agit d'une question d'équilibre. Celui qui ne sait pas apprécier le petit ne saura pas non plus profiter du grand. Si tu ne peux ressentir de la satisfaction que lorsque tout est sous contrôle et à ton goût, tu es vulnérable à chaque petite variation, à chaque contretemps, à chaque coup de réalité. Cette fragilité est la recette parfaite pour une vie pleine d'anxiété et de ressentiment. La gratitude est un muscle qui se renforce dans l'inconfort, dans les jours gris, dans les moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais. C'est là que se mesure ta maturité émotionnelle. Celui qui ne remercie pas pour ce qu'il a mérite de le perdre. Tu as deux options. Continuer à ruminer ce qui manque, accumulant envie, comparaison et déception, ou commencer à regarder avec honnêteté ce que tu as déjà accompli, ce qui fonctionne, ce qui reste malgré tout. Ce n'est pas de la magie, c'est une discipline mentale. Chaque jour où tu choisis de te concentrer sur le présent et de remercier pour ce qui est, tu affaiblis le mécanisme de la pénurie et renforces ta capacité à profiter. N'attends pas de ressentir de la gratitude de manière spontanée. Agis comme un athlète qui entraîne un muscle ignoré. Fais le même si tu n'en as pas envie, même si cela semble forcé, même si ton esprit résiste. Car c'est ainsi que tu cesses de vivre en mode pénurie et que tu commences à construire un bonheur réel qui ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de la capacité à apprécier ce que tu as déjà. Si tu n'es pas capable de remercier aujourd'hui, tu ne sauras pas non plus profiter de demain. Le bonheur n'arrive pas quand tout s'emboîte. Il arrive quand tu apprends à bien regarder. 6. Priorise ton bien-être émotionnel quotidien. Ton bien-être émotionnel n'est pas une récompense que tu gagnes lorsque tout va bien. C'est une responsabilité quotidienne que tu choisis presque toujours de remettre à plus tard. La plupart des gens passent leur vie à négocier leur humeur avec des circonstances externes, comme si la tranquillité et la joie étaient des récompenses pour avoir atteint des objectifs ou satisfait des attentes d'autrui. Tu ne te rends pas compte qu'en attendant que le monde s'ajuste pour te sentir bien, tu renonces au seul pouvoir réel que tu as. Prendre soin de ton état intérieur comme une priorité, pas comme un luxe. Le problème réside dans le conditionnement. Tu as grandi en pensant qu'il faut d'abord répondre à toutes les exigences externes avant de s'occuper de ce que tu ressens. Et ainsi s'installe l'idée que se sentir bien avec soi-même est de l'égoïsme ou de la paresse. Mais cette mentalité ne produit que de l'épuisement chronique et une vie vécue à moitié, où le soin de soi devient l'exception et non la règle. La vérité inconfortable est que personne ne va prioriser ton bien-être à ta place. Tes relations, ton travail, ton environnement social, chacun a son propre agenda et s'attend à ce que tu t'adaptes. Si tu ne mets pas en place des limites claires avec tes propres émotions et besoins, tu finis par vivre à la merci de la pression, de l'anxiété et de la culpabilité, comme si ta valeur dépendait d'être utile, productif ou toujours disponible pour les autres. Ce schéma devient automatique. Tu t'habitues à ignorer les signaux de fatigue, à justifier le malaise avec des phrases comme « c'est temporaire », à remettre à plus tard la pause parce qu'il y a des choses plus importantes. Ainsi, chaque jour, tu accumules une dette invisible qui génère des intérêts sous forme d'irritabilité, d'apathie et d'une fatigue qui s'installe dans tes os. Celui qui néglige son bien-être perd la force de soutenir sa vie. Le véritable conflit se situe dans l'esprit.
Tu as appris à voir le soin de soi comme une indulgence et à ressentir de la culpabilité lorsque tu choisis de te prioriser plutôt que de résoudre les problèmes des autres. Mais cette culpabilité est un mécanisme appris, pas une loi naturelle. La racine de ce piège est la croyance que si tu te mets de côté, tu seras plus accepté, plus aimé, moins égoïste. La réalité est tout le contraire. Plus tu remets ton bien-être à plus tard, plus il devient difficile de te lever du lit, plus il devient compliqué de trouver un sens à ce que tu fais, plus il est facile de tomber dans des relations et des routines qui te drainent. Le bien-être émotionnel n'apparaît pas tout seul. Il se construit avec des habitudes aussi concrètes que l'exercice physique, mais beaucoup plus ignorées. Personne ne t'apprend à vraiment te reposer, à dire non sans culpabilité, à distinguer entre ta véritable fatigue et les exigences que tu t'imposes par peur de décevoir. Le mécanisme interne est pervers. Plus tu t'ignores, moins tu as d'énergie pour changer et plus tu te résignes au malaise comme s'il était ton état naturel. Tu cesses de reconnaître les signaux minimaux de surcharge, tu normalises l'insomnie, la mauvaise humeur, l'ennui chronique, et tu te convaincs que ça passera. Mais le temps ne guérit pas ce que tu ignores. Il ne fait que le rendre plus profond et plus difficile à démonter. Le bien-être est une discipline, pas un accident. Prioriser ton état émotionnel n'est pas s'isoler ni devenir insensible. C'est établir une base réaliste sur laquelle tu peux soutenir des défis, des relations, des objectifs et des revers sans t'effondrer de l'intérieur. Commence à te demander avec honnêteté quelle partie de ta routine quotidienne est conçue pour te soutenir et non seulement pour répondre aux attentes. Analyse si les décisions que tu prends renforcent ton énergie ou la drainent. Si le dialogue interne que tu entretiens avec toi-même est exigeant ou compatissant. Il est inconfortable de réaliser combien de fois par jour tu t'abandonnes pour répondre aux attentes des autres. Mais c'est le point de départ. Tu ne peux changer que ce que tu reconnais. Construire un bien-être émotionnel n'est pas un objectif lointain. C'est un processus d'ajustement quotidien. D'apprendre à t'écouter, à faire une pause avant d'exploser, à demander de l'aide sans honte. Fais-en une priorité, même si cela dérange les autres, même si ton esprit te dit que c'est de l'égoïsme. Personne d'autre ne peut maintenir ton équilibre intérieur. Cette tâche t'appartient et personne ne viendra te sauver. Le bonheur n'est pas compatible avec l'abandon personnel. Ton bien-être est l'investissement quotidien le plus sérieux que tu puisses faire pour toi-même. 7. Ose grandir, ne fuis pas. Tu te trouves face à un problème inconfortable, l'un de ces problèmes que tu préférerais balayer sous le tapis. Un projet que tu ne sais pas comment aborder, une conversation en attente, que tu sais qu'elle sera tendue, une décision reportée parce que modifier ta routine semble trop. À cet instant, les mécanismes commencent. L'esprit, plus habile que tu ne le reconnais, te murmure que ce n'est pas le moment, que tu pourrais attendre d'avoir plus d'informations, que peut-être si tu ignores le sujet un peu plus, il disparaîtra. Ainsi, l'instinct de fuite se pare de prudence, d'optimisation, de « je le ferai demain ». Mais la vérité est que ce schéma se répète parce que tu as entraîné ton cerveau à éviter l'inconfort, à procrastiner l'effort et à choisir le soulagement immédiat plutôt que la véritable croissance. Ce n'est pas un hasard. Rien ne consomme plus d'énergie que de faire face à ce qui défie tes limites. La différence entre grandir et fuir réside dans une décision presque invisible, mais déterminante. Affronter ce qui te dérange, même si tu n'as aucune garantie de succès, ou renforcer l'habitude de fuir, sachant que cela te pèsera doublement par la suite. La croissance ne se sent jamais confortable, la fuite laisse toujours une facture. L'analyse est simple mais brutale. Chaque fois que tu fuis, tu envoies à ton esprit le message que tu n'es pas capable de soutenir la tension, que le conflit te dépasse, que l'apprentissage peut attendre. L'évasion peut prendre de nombreuses formes. Procrastiner, chercher des distractions, rationaliser des excuses, même te forcer à être occupé par des tâches sans importance pour ne pas regarder de front ce qui exige un saut. Le résultat est le même.
ce sujet ne disparaît pas. Il se transforme simplement en une source constante d'anxiété de fond, une dette interne qui affaiblit ton caractère et mine ta confiance. Au contraire, lorsque tu choisis de rester, de regarder le problème en face et d'agir même si tu ressens de la peur ou de l'insécurité, tu commences à entraîner le muscle de la résilience. Le progrès n'arrive que lorsque tu acceptes l'inconfort comme une partie du processus, non comme un signe que quelque chose ne va pas. Grandir signifie tolérer l'inconfort d'apprendre, supporter la pression de ne pas savoir et avancer quand même lorsque l'esprit crie qu'il serait plus facile de reculer. En termes stratégiques, ce qui détériore le plus ta vie, ce ne sont pas les grands échecs, mais la somme de petites évasions quotidiennes. L'habitude de fuir te rend otage de tes propres limitations, car chaque décision reportée est de l'énergie dépensée à soutenir un mensonge interne. Celui que tu n'es pas prêt, que quelqu'un d'autre devrait le résoudre, que si tu attends suffisamment longtemps, le problème cessera de faire mal. Mais la réalité est que la croissance nécessite présence, pas perfection. Tu n'as pas besoin de sécurité totale pour avancer, juste de la volonté d'affronter ce que tu ne maîtrises pas. Le développement personnel est une série de micro-décisions inconfortables. Si tu normalises la fuite, tu normalises la stagnation et à la fin, tu t'habitues à une vie plus petite que celle que tu pourrais construire. Il serait naïf de penser que la peur va disparaître. La clé est de choisir l'action malgré la peur, non pas parce qu'elle n'existe pas. La véritable croissance se mesure par le nombre de fois où tu choisis de t'exposer à l'incertain, à le difficile, à ce qui n'est pas garanti. Chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que l'évasion, tu renforces une identité de force et de capacité. Ne te trompe pas, le confort est addictif, mais ce n'est jamais le chemin vers la fierté personnelle. Au final, le bonheur ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la sensation d'avoir osé grandir là où auparavant tu savais seulement fuir. Ose grandir, ne fuis pas. C'est la différence entre une vie élargie et une existence à moitié vécue. 8. Trouver de la valeur dans le quotidien. Je confesse que j'ai du mal à voir de la valeur dans le quotidien. Il y a des jours où je traverse la routine comme quelqu'un qui traverse une rue sans regarder des deux côtés. Café tiède servi dans un gobelet en plastique. L'écran de l'ordinateur illuminant le visage avant que les yeux aient fini de se réveiller. Le salut mécanique dans l'ascenseur. Les mêmes pas vers le bureau. Les mêmes messages qui sont presque automatiquement répondus. Je ressens le poids de la répétition et parfois l'esprit se rebelle. Est-ce tout? Cela a-t-il un sens? Et je réalise comment le désenchantement commence toujours dans le petit, quand je cesse de regarder, quand je traite la vie comme une liste de tâches à rayer pour avancer et non comme une séquence de moments qui méritent mon attention pleine. Il est inconfortable d'accepter que cette insatisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de l'habitude de regarder au-dessus des choses, comme si le quotidien était condamné à être invisible. Le véritable piège réside dans la cécité sélective. Nous entraînons notre regard à rechercher la grandeur, et ce faisant, nous devenons incapables de remarquer la valeur de ce que nous avons, de ce qui se passe pendant que nous poursuivons quelque chose de plus. Il suffit d'observer comment vous tenez la fourchette pendant le repas, la façon dont vous tournez la clé en fermant la porte, la pression avec laquelle vous appuyez vos doigts sur la table lorsque vous pensez. Détails minimes, gestes qui se répètent et qui pourtant sont la base de votre quotidien. Je les ignore, nous les ignorons, jusqu'à ce que la routine devienne opaque et que le sens semble toujours être dans un futur lointain, dans un objectif qui promet satisfaction. Mais la vérité est que la vie ne se vit pas dans de grands jalons. Elle se vit dans la texture du petit, la respiration profonde que vous prenez avant de répondre à un appel inconfortable, le son de l'eau tombant sur les mains lorsque vous vous lavez le visage après une longue nuit, l'odeur de terre mouillée entrant par la fenêtre après une pluie inattendue. Trouver de la valeur dans le quotidien n'est pas du romantisme bon marché. C'est un acte de rébellion contre l'anesthésie émotionnelle. C'est choisir, par discipline, de ne pas passer à côté de ce qui soutient la structure de vos jours.
Le problème apparaît lorsque vous exigez que tout soit spécial pour vous sentir vivant. Cet état d'esprit vous enchaîne à la déception perpétuelle, car aucun accomplissement, aucune expérience extraordinaire ne peut compenser l'incapacité à apprécier ce qui est commun. Si vous ne permettez que le bonheur d'entrer dans des événements exceptionnels, le reste de votre vie est relégué à une longue salle d'attente. Mais la maturité réside dans l'apprentissage à voir la richesse là où personne d'autre ne regarde, à ressentir une gratitude réelle en pliant le linge propre, en écoutant le murmure de la ville au petit matin, en partageant un silence avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Le quotidien est aussi la vie. Si vous ne découvrez pas comment être présent dans la simplicité, peu importe ce que vous accomplissez, il vous manquera toujours quelque chose, vous serez toujours insatisfait. C'est un entraînement mental. Chaque fois que vous choisissez de bien regarder, que vous vous arrêtez pour savourer un repas même simple, que vous appréciez une conversation authentique, même si elle ne dure que 5 minutes, vous investissez dans un bonheur qui ne dépend pas du spectaculaire, mais de la qualité de votre regard. La valeur ne réside pas dans l'ampleur des événements, mais dans la profondeur avec laquelle vous les vivez. Là où il y a de l'attention, le sens apparaît. Cela semble inconfortable au début, car l'esprit veut de la distraction, veut de nouveaux stimuli, veut sauter d'un désir à l'autre. Mais si vous êtes capable de maintenir votre regard sur l'ordinaire, vous commencez à découvrir que la satisfaction n'est pas un objectif, mais une façon d'être. Le quotidien n'est pas une condamnation, c'est le véritable décor où se joue votre vie. Apprenez à trouver de la valeur dans ce que vous répétez tous les jours, car c'est seulement ainsi que le présent cesse d'être une formalité et devient votre véritable richesse. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Personne ne te prépare au véritable coup de s'accrocher à quelqu'un qui n'est plus là ou qui, même s'il est là, n'a plus sa place dans ta vie. L'accepter est brutal. L'attachement n'est pas seulement à une personne, mais à tout ce que tu as construit autour d'elle. Il ne s'agit pas seulement de manquer une voix ou une présence, mais de faire face à la fracture des habitudes, de la routine, du sens que tu as donné à ton quotidien. Jusqu'à quand vas-tu laisser ta paix dépendre du souvenir de quelqu'un d'autre? Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid, ni de nier ta douleur. Il exige une honnêteté radicale, la discipline de regarder en face ce qui est inconfortable, et la détermination de lâcher prise sur ce que tu ne peux plus contrôler. La souffrance se nourrit d'interprétations, pas de faits. Notre erreur est de croire que l'attachement est de l'amour, alors qu'en réalité, c'est une addiction à la signification que nous avons donnée à une histoire qui n'existe plus. Récupérer le contrôle nécessite une décision, pas de la résignation. Il ne suffit pas de se distraire ou d'ignorer le vide. Il faut identifier ce qui l'alimente, démonter les mécanismes mentaux qui le perpétuent et reconstruire son identité loin de toute dépendance émotionnelle. Chaque jour que tu retardes le détachement, tu sacrifies ton autonomie. Je ne te le dis pas pour te mettre mal à l'aise, mais pour te rappeler, personne ne va te sauver de ce cycle, sauf toi. Si tu cherches le respect de soi, commence par ne pas le mendier là où il n'y a plus de réciprocité. Lâcher prise est une discipline, pas une renonciation. Si tu veux cesser d'être l'otage de tes émotions, c'est le premier véritable pas à faire. 1. Distingue entre personne et attente personnelle. La vérité est la suivante. Ce qui te lie le plus n'est pas la personne, mais les attentes que tu as fabriquées à son sujet. Que cela te fasse mal ou non, la majeure partie de la souffrance que tu ressens en essayant de laisser quelqu'un derrière toi n'est pas due à ce qu'il ou elle était, mais à ce que tu croyais qu'il ou elle pourrait être. Il est confortable de blâmer l'autre pour toute la douleur, mais c'est une échappatoire facile.
Le véritable attachement naît du film mental que tu as projeté encore et encore, celui que tu as monté à ta façon, ignorant les signaux et façonnant une personne réelle pour qu'elle s'inscrive dans ton scénario. Maintenant, quand il est temps de lâcher prise, tu réalises que tu ne perds pas seulement quelqu'un. Ce qui te terrifie le plus de perdre, ce sont les idées, les projets et les futurs imaginés. C'est le piège. Accroche-toi à un mensonge et tu souffriras chaque fois que la réalité te le détruira. Arrête d'idéaliser. Ose voir l'autre personne telle qu'elle est, pas comme tu veux qu'elle soit, ni comme tu as besoin qu'elle soit pour ne pas te sentir vide. C'est la fracture la plus difficile à accepter. Ta douleur est proportionnelle au poids de tes propres attentes, pas à la valeur réelle de l'autre. Le stoïcisme le dit clairement, la douleur est ce qui se passe, la souffrance est ce que tu interprètes. Demande-toi sérieusement, quelle partie de ton attachement est pour la personne et quelle partie est pour ce que tu espérais qu'elle remplisse en toi. Si tu n'as pas le courage de te répondre sans auto-illusion, tu vas rester bloqué dans le même cycle encore et encore. Le détachement commence le jour où tu sépares avec une brutalité honnête les faits de tes fantasmes. Ne continue pas à renforcer une dette émotionnelle qui ne sera jamais remboursée. S'accrocher à des attentes non réalisées, c'est comme investir dans un compte qui ne génère que des pertes. Chaque jour que tu passes à penser à ce que cela aurait dû être est un autre jour où tu perds le contrôle sur toi-même. Le détachement, du point de vue stoïque, n'est pas devenir de pierre ni cesser de ressentir, mais cesser de se mentir. C'est cesser d'exiger à la réalité qu'elle respecte tes scénarios internes. Vas-tu continuer à nier que tu as toi-même alimenté ce monstre d'attente? Si tu veux vraiment la paix intérieure, tu dois l'éradiquer à la racine. Ne te cache pas derrière le déguisement du « c'est qu'il ou elle m'a fait du mal », car dans la plupart des cas, ce qui te détruit le plus, c'est le fossé entre tes désirs et la réalité. Il est temps d'y faire face. Tant que tu continues à mélanger la personne réelle avec la version idéalisée que tu as inventée, il n'y a pas de sortie possible. Tu dois démonter cette construction mentale, brique par brique. Observe les mécanismes que tu utilises pour justifier ton attachement. Chaque excuse est une fuite d'énergie. Chaque auto-illusion est un fardeau supplémentaire que tu choisis de porter. Le premier pas pour laisser aller est de séparer au scalpel la personne des attentes. Tu ne dois pas fidélité à une illusion, tu dois loyauté à ta propre clarté. Chaque fois que tu revives ce qui aurait pu être, tu t'enchaînes un peu plus. Ne te détruis pas en t'accrochant à une image qui n'existe que dans ta tête. Choisis de voir les choses telles qu'elles sont, pas comme cela t'arrange pour te sentir moins seul. C'est ainsi que tu reprends le contrôle, démasque tes attentes, accepte-les comme les tiennes et laisse-les partir. Ne blâme pas l'autre pour ne pas avoir rempli ce que tu as seulement imaginé. La paix arrive lorsque tu cesses de négocier avec l'impossible. La liberté commence là où se terminent tes illusions. 2. Réinterprète la signification de ta souffrance. Tu te réveilles un matin comme un autre et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Voilà, encore une fois, cette photo, ce vieux message, cet élan presque automatique de chercher des signes là où il n'y a plus rien. Le café a le même goût, le monde continue sa marche, mais tu répètes mentalement encore et encore la même scène, comme si revivre la douleur était la seule façon de ne pas te sentir perdu. Et pourtant, rien ne change. Tu te demandes, même si tu ne le dis pas à voix haute, pourquoi ce malaise ne s'en va-t-il pas? La réponse n'est pas à l'extérieur, ni dans l'absence de l'autre, ni dans la routine qui semble maintenant vide. La souffrance a des racines plus profondes, et la clé réside dans la façon dont tu l'interprètes, pas dans ce qui t'arrive. L'attachement affecte la façon dont tu construis du sens. Tu as transformé la douleur en une sorte d'identité provisoire. Tu l'utilises comme justification, comme refuge ou comme rappel que quelque chose d'important est parti. Au fond, il y a un piège mental.
Tu as tendance à interpréter la souffrance comme un signe que tu as perdu quelque chose d'irremplaçable, comme si ton bien-être dépendait de ce qui n'est plus là. Mais le stoïcisme t'oblige à regarder au-delà de la surface. La douleur est inévitable, mais la souffrance est négociable. C'est ici que tu dois faire le travail difficile de réinterpréter ce qui t'arrive. Tu n'es pas la victime d'un destin cruel. Tu es, en grande partie, le narrateur de ta propre histoire. Et la signification que tu donnes à ce qui s'est passé détermine si tu restes piégé ou si tu commences à lâcher prise. Examine honnêtement ce mécanisme. Quand tu penses à l'autre personne, tu ne te souviens pas seulement des faits, mais tu les filtres à travers tes croyances. Cela n'aurait pas dû se terminer ainsi. Je méritais plus. Si j'avais fait telle chose, je ne serais pas seul. Ces pensées sont la colle qui maintient la souffrance en vie. L'esprit fabrique des histoires pour donner un sens à la perte, mais souvent ces histoires n'augmentent que le poids que tu portes. Si chaque fois que tu ressens un malaise, tu le traduis en un drame personnel, tu te condamnes à vivre enchaîné à une douleur qui pourrait se transformer en autre chose. Voici la ligne emblématique. La souffrance est le sens que tu choisis de cultiver. La pratique stoïque ne te demande pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'observer l'interprétation que tu construis sur chaque émotion. Ce n'est pas la même chose de dire « cela me fait mal » que « cela me détruit ». Ce n'est pas identique d'affirmer « cela ne devrait pas m'arriver » que d'accepter « cela fait partie de mon chemin ». Plus tu prends rapidement conscience de la différence, plus tu pourras commencer à lâcher prise rapidement. La souffrance, quand tu ne la remets pas en question, devient une habitude mentale qui contamine chaque nouvelle pensée. Chaque fois que tu répètes l'histoire du « pourquoi moi ?», tu renforces la croyance que tu as besoin de ce lien pour te sentir complet. Et c'est le point de rupture. Tant que tu ne changes pas le sens que tu donnes à ce que tu as perdu, aucune technique de détachement ne fonctionnera. Observe ce qui se passe en toi lorsque la douleur apparaît. Utilises-tu ce malaise pour justifier de vieux schémas? En fais-tu une excuse pour éviter d'avancer? Il y a un moment où tu dois décider si tu vas continuer à alimenter la narration de la souffrance ou si tu vas commencer à te demander ce que tu peux apprendre de cette fracture. La réinterprétation n'est pas de nier ce qui s'est passé, c'est de changer de focus, de la perte à la croissance, de la nostalgie à la compréhension de soi. La douleur te montre où se trouvent tes attachements les plus profonds, mais la souffrance ne sert que si tu l'utilises comme un miroir, pas comme une condamnation. Deuxième ligne emblématique, choisis d'être apprenant, pas prisonnier de ton histoire. Dans ce processus, le pouvoir est entre tes mains. Tu peux rester à tourner en rond sur ce qui te manque, ou tu peux utiliser chaque douleur comme un rappel que tu as la capacité de redéfinir ton expérience. Ce n'est pas facile, ni rapide, mais plus tôt tu transformeras le sens de ta souffrance. Plus vite, tu retrouveras la liberté intérieure que tu croyais perdue. 3. Identifie les habitudes qui alimentent l'attachement. Je te le dis sans détour. Identifier les habitudes qui nourrissent ton attachement est un exercice inconfortable, presque humiliant. Il y a une partie de toi qui sait déjà lesquelles elles sont, mais tu les maintiens quand même, comme si elles te donnaient une forme de contrôle ou de réconfort bon marché. Tu es surpris de répéter de petites routines qui te lient. Consulter son profil, relire de vieux messages, construire des excuses pour chercher un contact indirect, recréer mentalement des conversations qui ne vont jamais se produire. Il ne s'agit pas seulement d'actions externes. Bien plus corrosifs sont les automatismes internes, ces dialogues silencieux où tu justifies ta dépendance et te convaincs que tu as besoin de ce lien pour te sentir complet. Ici, l'autotromperie devient sophistiquée. Tu te dis que tu veux juste savoir s'il va bien, que ce n'est pas si grave, que c'est ainsi que fonctionne le deuil, et sans t'en rendre compte, chaque micro-décision renforce l'ancienne toile d'attachement. L'habitude est un investissement émotionnel. Chaque fois que tu cèdes à l'impulsion, tu donnes plus de force au conditionnement et tu laisses ton bien-être dépendre de facteurs que tu ne contrôles pas. Si tu le décomposes de l'intérieur,
L'attachement est un circuit répétitif. Stimulus, réponse, soulagement temporaire, culpabilité ou vide. Et on recommence. Le problème n'est pas de ressentir de la nostalgie ou de la tristesse, mais ce que tu fais avec cette émotion lorsqu'elle apparaît. L'esprit recherche la gratification immédiate de revenir à ce qui est connu, même si cela implique de sacrifier ton autonomie et ta dignité émotionnelle. Le véritable défi est de reconnaître combien de tes habitudes quotidiennes sont conçues pour éviter la douleur de l'absence, et combien ne sont que des habitudes apprises qui ne te servent plus. La sincérité brutale commence lorsque tu acceptes qu'il y a des gestes, des routines et même des mots que tu répètes par inertie, non par besoin réel. À ce stade, ta tâche est de t'auditer, observer chaque réaction automatique et te demander si elle te rapproche de la liberté ou t'enferme davantage. Beaucoup d'habitudes d'attachement ne sont pas évidentes. Certaines prennent la forme de rituels apparemment innocents. Écouter la même chanson, passer par les mêmes endroits, garder des objets qui n'ont de sens que pour l'autre personne. Mais le plus insidieux se trouve sur le plan mental. Planifier des scénarios hypothétiques, maintenir vivantes des conversations internes, imaginer des retrouvailles ou des fins alternatives. Chacune de ces habitudes, si petite soit-elle, est une brique de plus dans la structure de l'attachement. Il est inconfortable de l'admettre, car cela implique de démonter non seulement des souvenirs, mais aussi des mécanismes de survie psychique. Mais si tu ne les identifies pas, tu resteras condamné à répéter le même cycle en espérant des résultats différents. Phrase emblématique, tu ne peux pas guérir tant que tu répètes les mêmes fuites d'énergie. Du point de vue stoïque, l'habitude est un entraînement du caractère. Chaque fois que tu choisis de ne pas nourrir l'attachement, lorsque tu décides de ne pas chercher d'informations, de ne pas tomber dans de vieux schémas, de ne pas recréer le passé, tu renforces ton muscle interne de contrôle de soi. Il ne s'agit pas de froideur, mais de discipline stratégique. Il s'agit de créer de nouvelles voies d'action qui remplacent les anciennes compulsions. Si tu reconnais que tes habitudes sont la matière première de ta souffrance, tu as entre tes mains le pouvoir de les redessiner. Fais-le avec rigueur. Observe l'impulsion. Nomme-la. Interromps le cycle et dirige ton attention vers autre chose, même si au début cela semble artificiel. La clé est dans la constance. Chaque petit changement est une victoire contre la dépendance. Phrase emblématique, tes habitudes décident si tu avances ou si tu t'enchaînes. Ce qui est inconfortable, c'est que personne d'autre ne le fera pour toi. Le stoïcisme ne promet pas une sortie facile, mais une sortie réelle. Identifie et démonte tes habitudes d'attachement si tu aspires vraiment à la liberté. 4. Récupère ton espace mental et émotionnel. Pense à ton esprit comme une maison envahie, chaque pièce saturée de cartons qui ne t'appartiennent pas, des objets étrangers empilés dans les coins, des meubles qui ne te représentent plus, occupant l'espace où tu pouvais autrefois te déplacer librement. Tout est imprégné de traces, de marques, qui ne s'en vont pas même en ouvrant la fenêtre. C'est ainsi que se présente ton espace mental et émotionnel, lorsque tu laisses le souvenir de quelqu'un d'autre l'occuper entièrement, érodant peu à peu ton sentiment d'appartenance à toi-même. Tu marches parmi des pensées empruntées, tu trébuches sur des émotions non résolues et, sans t'en rendre compte, tu finis par vivre dans une sorte de dépôt où tes propres désirs et projets sont acculés par le poids de ce qui n'est plus là. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par des gestes automatiques. Tu te surprends à revisiter des lieux que vous partagiez, à toucher, sans le vouloir, la même chanson, à répéter des mots ou des expressions qui t'ont marqué un jour. Chacun de ces actes est une façon de céder un territoire intérieur, de permettre à la figure de cette personne de continuer à dicter le scénario de tes jours. Le détachement réel commence au moment où tu réalises que ton espace intérieur n'est pas un musée de souvenirs, ni un hôtel pour maintenir vivante une histoire qui est déjà terminée. C'est un terrain en constante construction, et maintenant il te revient de nettoyer, de jeter ce qui ne sert plus, et de te réapproprier chaque recoin. Le premier pas
inconfortable mais indispensable, est d'observer attentivement combien d'attention volontaire tu continues à offrir à ce que tu as perdu. Quand tu remarques que ton esprit revient encore et encore à la même scène, que ton dialogue intérieur tourne autour de questions qui ne mènent nulle part, là tu as la preuve que tu n'as pas encore récupéré ton espace mental. Le stoïcisme te demande du rigueur. Chaque pensée est un investissement. Et si tu continues à investir dans ce qui te draine, tu te retrouves sans ressources pour créer quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de forcer l'oubli, mais de décider, acte après acte, à quoi tu donnes la priorité dans ta conscience. Ligne iconique. Ton attention est ton bien le plus précieux. Ne la donne pas à la nostalgie. Il existe une discipline spécifique pour récupérer l'espace émotionnel. Cela signifie cesser de justifier des impulsions réactives, arrêter de chercher des raisons pour maintenir vivante la connexion et commencer à rediriger ton énergie vers ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de bloquer les sentiments, mais de leur assigner une place. Ce qui a été a déjà rempli sa fonction. Chaque fois que tu interromps le cycle de revivre la même chose, même si ce n'est que pour quelques secondes, tu ouvres une porte à la possibilité de quelque chose de différent. Cela se remarque concrètement. Tu cesses de chercher des signes dans le quotidien. Tu arrêtes de recréer des conversations imaginaires. Tu ne nourris plus le drame intérieur. À la place, tu commences à te reconnecter avec des activités, des personnes et des projets qui te sont propres, même si au début, ils te semblent étrangers ou peu satisfaisants. Le détachement est inconfortable car il t'oblige à rester seul avec ce que tu es, sans le refuge de ce que tu as rêvé avec l'autre. Récupérer ton espace mental et émotionnel est un acte de respect de soi. C'est réorganiser les priorités, nettoyer les recoins de ta maison intérieure et reprendre le centre après avoir cédé la place à quelqu'un d'autre pendant longtemps. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque micro-décision compte. Éteindre le pilote automatique, détecter l'impulsion et choisir consciemment où tu veux investir ton énergie. Ligne iconique, récupérer ton espace, c'est récupérer ton pouvoir. La liberté n'est pas l'absence de souvenirs, c'est la pleine présence de toi-même dans ta propre vie. En fin de compte, le détachement n'est pas un vide, mais un espace récupéré pour grandir et recommencer à choisir. 5. Maîtrisez votre réaction face aux souvenirs et aux émotions. Vous ne devez pas de loyauté à vos émotions, vous devez de la discipline à votre réaction. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez continuer à justifier chaque secousse intérieure comme si c'était un ordre sacré, mais le prix est élevé. Chaque fois que vous vous laissez entraîner par un souvenir, vous réaffirmez que vous êtes esclave de ce que vous ressentez, pas le maître. Il ne s'agit pas de nier l'émotion, ni de faire semblant que cela ne fait pas mal. Il s'agit de cesser d'utiliser chaque vague de mélancolie comme excuse pour rester attaché. Vous voulez avancer, mais vous vous permettez le luxe de réagir comme toujours, de vous recroqueviller devant chaque déclencheur, de céder le contrôle à un message, à une odeur, à une chanson. La vérité inconfortable est que tant que vous continuez à réagir de manière automatique, vous restez enchaîné par votre propre permission. Personne ne vous oblige à revenir mentalement au même endroit, sauf votre tolérance à la faiblesse. Ce que vous ne maîtrisez pas dans votre réaction, cela va vous dominer. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Ce qui compte, ce n'est pas le premier élan, mais ce que vous faites juste après. L'émotion n'est pas le problème. Le problème est de nourrir la réaction sans filtre, sans pause, sans aucun questionnement. Allez-vous vraiment laisser un souvenir dicter l'humeur de votre journée? Chaque fois que vous permettez à une émotion de vous entraînez votre esprit à la soumission, pas à la liberté. Le muscle de l'autonomie ne se construit pas en fuyant la douleur, ni en niant ce que vous ressentez, mais en choisissant de répondre avec clarté, sans drame, ni excuse. La réaction est l'espace où se joue votre pouvoir. C'est là que vous décidez si vous vous racontez les mêmes histoires que d'habitude ou si vous introduisez une interruption, même si elle est inconfortable, même si elle semble insuffisante au début. Vous n'êtes pas une feuille au vent,
Vous êtes la personne qui décide si elle laisse l'émotion conduire ou si elle prend le volant. Soyez brutalement honnête. Souvent, vous utilisez la réactivité comme prétexte pour ne pas faire le vrai travail. Il est plus facile de dire « je ne peux pas m'en empêcher » que d'admettre que vous ne voulez pas lâcher le petit plaisir amer de vous vautrer dans ce que vous connaissez. Mais chaque réponse automatique est une micro-trahison à votre propre dignité. Si chaque fois que la nostalgie apparaît, vous courez chercher du réconfort dans le passé, vous ne faites que confirmer que votre bien-être dépend de facteurs que vous ne contrôlez pas. Là se trouve la fracture. Le détachement ne se construit pas seulement avec de belles phrases, mais avec la discipline d'interrompre le cycle chaque fois que l'émotion frappe. Il ne s'agit pas de réprimer, il s'agit d'observer avec froideur, de nommer l'élan et de décider si vous allez agir depuis la blessure ou depuis la clarté. Le processus est simple, mais ce n'est pas confortable. Lorsque l'émotion monte, faites une courte pause, nommez-la, reconnaissez l'élan et ne faites rien pendant quelques secondes. C'est la fissure où vous insérez la liberté. Vous choisissez de ne pas répéter ce que votre désir automatique exige. Vous changez le focus, vous dirigez l'attention vers autre chose, même si l'inconfort vous crie de l'intérieur. Chaque fois que vous tenez sans réagir de la même manière, vous gagnez un pouce de terrain sur l'attachement. La plupart ne le fait pas parce qu'elle confond authenticité avec obéissance aveugle aux sentiments. Mais le caractère ne se mesure pas à ce que vous ressentez, mais à ce que vous choisissez de faire malgré ce que vous ressentez. Ligne emblématique. Votre réaction est votre frontière. C'est là que se sépare celui qui reste prisonnier de celui qui commence à être libre. Ne cherchez pas de réconfort dans l'autocompassion, ni ne vous vendez le mensonge que c'est comme ça que vous êtes. C'est ainsi que vous vous êtes entraîné à être, mais vous pouvez vous réentraîner. Le véritable respect de soi commence lorsque vous cessez de donner votre énergie à chaque vague émotionnelle et commencez à construire une nouvelle réponse, encore et encore, jusqu'à ce que la réaction automatique cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Ce n'est pas héroïque, c'est nécessaire. Ligne emblématique, vous n'êtes pas vos impulsions, vous êtes ce que vous en faites. Si vous aspirez à la liberté, cessez de céder le contrôle chaque fois que le passé frappe à la porte et apprenez à maintenir le contrôle quand c'est le plus difficile. C'est là que commence le véritable détachement et il n'y a pas d'autre chemin. 6. Redéfinis ton identité sans dépendance externe. Ta plus grande prison est le besoin de validation externe. Tant que tu continues à te définir à travers le regard des autres, tu n'es pas maître de toi-même. Peu importe combien de techniques de détachement tu essaies, si ton sens de l'identité dépend de la présence ou de la reconnaissance d'une autre personne, tu seras toujours à la dérive. Le véritable défi est d'accepter qu'après une relation, ce qui te fait le plus peur n'est pas de perdre l'autre, mais de te retrouver sans un reflet où te voir. C'est inconfortable à admettre, mais ce qui fait le plus mal, c'est le vide qui reste quand tu n'as plus personne à qui montrer tes réussites, tes échecs, ton quotidien. Tu as confondu compagnie avec identité, et c'est ce mécanisme qui te maintient piégé. L'attachement se déguise souvent en amour, en loyauté ou en nostalgie, mais derrière ces noms se cache une dépendance psychologique, l'habitude d'utiliser l'autre comme béquille pour te sentir suffisant, intéressant ou précieux. Tu t'habitues à consulter chaque décision, à chercher l'approbation dans des détails minimes, à définir tes préférences par l'écho qu'elles génèrent chez quelqu'un d'autre. Quand cette personne s'en va, ce qui s'effondre n'est pas seulement la routine, mais la structure interne que tu as construite sur les opinions d'autrui. Le conflit est brutal, tu veux te sentir libre, mais tu t'es entraîné à avoir besoin d'une référence externe qui te confirme ta valeur. Ligne iconique. Tu n'es pas le résultat de celui qui te regarde, tu es la conséquence de tes propres choix. Le piège mental le plus dangereux est de croire que si tu réussis à faire revenir l'autre ou à te faire accepter, tu vas retrouver ton sens de l'identité. Mais la réalité est autre. Aucune reconnaissance externe ne comble la fracture de celui qui ne se reconnaît pas. Le détachement profond exige que tu te confrontes à ce manque,
que tu l'observes sans anesthésie et que tu cesses de déléguer ta définition personnelle. C'est ici que le travail devient inconfortable et solitaire. Tu dois commencer à te voir sans les filtres que la relation t'imposait, sans te réfugier dans des comparaisons ni des anciennes étiquettes. La question centrale n'est pas qui tu étais pour cette personne, mais qui tu es quand personne ne t'observe ni ne te valide. Le détachement est avant tout une reconstruction depuis le noyau. Redéfinir ton identité implique de démonter chaque croyance que tu as associée au « nous » et de te réapproprier le « je ». Il ne suffit pas de supprimer des photos ni de bloquer des contacts. Tu dois identifier les schémas de pensée qui te font sentir moins quand tu es seul. Chaque fois que ton esprit cherche une excuse pour revenir au passé, interroge-toi. Fuis-tu le vide ou es-tu prêt à le remplir avec quelque chose de propre? Le stoïcisme le dit clairement. Le contrôle commence quand tu décides de cesser de dépendre de ce qui n'est pas entre tes mains. Et ton identité ne devrait jamais être entre les mains de quiconque d'autre que les tiennes. Tu peux commencer par le concret. Fais un inventaire brutalement honnête de qui tu es en dehors de tout lien. Ne nomme pas d'attributs empruntés ni de compétences construites uniquement pour plaire. Demande-toi ce qui te définit quand personne ne t'applaudit ni ne t'observe. Oui, au début, cela ressemble à marcher sans carte, mais là se trouve l'opportunité. Chaque pas que tu fais sans demander la permission est une nouvelle brique dans la base de ton autonomie. Ligne iconique. Ta valeur ne dépend pas de la compagnie, mais de la cohérence interne. Le plus grand acte de respect de soi est de te reconstruire de l'intérieur, même si cela fait mal, même si la solitude pèse comme une dette en retard. Personne ne peut te donner le sentiment de complétude qui ne naît que de l'engagement envers toi-même. Si tu aspires vraiment à la liberté, tu dois lâcher l'habitude de mesurer ton identité par les yeux des autres. Le détachement final se consolide lorsque tu choisis d'être le protagoniste de ton histoire, pas le personnage secondaire de la vie de quelqu'un d'autre. La tâche est rude, mais nécessaire. Cesse de chercher ton reflet chez les autres et commence à te regarder avec l'honnêteté radicale de celui qui n'a plus rien à prouver. Personne ne peut te voler ce que tu construis de l'intérieur. 7. Établis des limites claires dans tous les domaines. Tu vas au travail et tu croises cette personne dans l'ascenseur, à peine un salut rapide. Mais à l'intérieur, ta tête commence déjà à faire le tour. Si tu dois répondre ou non aux messages, si tu dois regarder ou non ces histoires, si tu dois accepter cette invitation qui arrive par rebond. Ce sont de petits détails, presque automatiques, mais chacun de ces gestes définit l'espace que tu permets à cette personne de continuer à occuper dans ta vie. Voilà comment cela fonctionne dans la pratique. Les limites ne s'annoncent pas, elles se construisent avec chaque décision quotidienne. Si tu ne les marques pas clairement, l'autre personne et ce qu'elle représente envahit ton temps, tes pensées, ton énergie. Sans t'en rendre compte, le détachement devient impossible parce que le circuit reste ouvert de 1000 manières minimales et chaque interaction ambiguë ne fait que renforcer l'ancien schéma. Le manque de limites est l'un des mécanismes les plus invisibles et corrosifs de l'attachement émotionnel. Lorsque tu ne décides pas jusqu'où tu permets le contact, le souvenir, l'influence ou l'attente, tu délègues ton pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de bloquer un numéro ou de cesser de fréquenter certains lieux, même si cela aide, c'est beaucoup plus profond. C'est établir un périmètre interne où tu définis avec rigueur ce que tu permets et ce que tu ne permets pas, même dans ton dialogue mental. La limite est la frontière entre ce qui te construit et ce qui te fatigue. Si tu laisses l'ambiguïté gouverner, tout geste aimable, tout message sans intention claire, toute excuse pour maintenir le lien, devient une fente par laquelle le passé revient s'infiltrer. La limite n'est ni punition ni vengeance, c'est une protection stratégique de ta paix. Beaucoup tombent dans le piège de penser que mettre des limites est un signe de froideur, comme si c'était un acte de rejet absolu. La réalité est autre. Les limites sont la base de tout respect de soi.
Décider de ne pas répondre, de ne pas t'exposer à certaines situations, de ne pas permettre certains sujets dans les conversations, ce n'est pas fuir, ni nier l'émotion, c'est te prioriser. Le stoïcisme enseigne que le contrôle commence par ce que tu choisis de laisser passer. Si tu n'établis pas un cadre clair dans la relation, l'environnement le fera pour toi, et presque jamais en ta faveur. La limite est le filtre qui sépare ce qui ajoute de ce qui retire, ce qui t'aide à guérir de ce qui te tire vers le cycle précédent. Phrase emblématique. Sans limite, tout recommence. Le processus est inconfortable car il implique d'assumer que tu es responsable d'ouvrir ou de fermer la porte. Il n'existe pas de limite idéale qui fonctionne de la même manière pour tous. Tu dois auditer tes propres déclencheurs. Quels gestes, mots ou situations te font reculer? Quels accès dois-tu couper, même si cela fait mal ou met mal à l'aise? Ici, la stratégie compte plus que la volonté. Il est préférable de sembler distant pendant un temps que de rester prisonnier d'un lien invisible. Chaque petite décision compte, depuis cesser de consulter des profils jusqu'à demander explicitement qu'on ne te contacte pas pendant un temps. Chaque limite claire est un acte de dignité interne. Phrase emblématique. Le respect de soi commence là où la permissivité s'arrête. Il y a une différence radicale entre construire un mur et marquer un territoire. Le détachement mature n'est pas de s'isoler du monde, ni de diaboliser l'autre personne, mais de décider avec conscience et discipline quel espace tu lui assignes dans ta vie. Il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de prendre en charge tes réactions et ton environnement. Sans limite, tout progrès est temporaire. Avec des limites, la paix devient durable. Le vrai travail consiste à les maintenir quand c'est le plus difficile, quand la tentation de revenir est plus forte que l'inconfort de garder ses distances. Au final, les limites ne sont pas seulement là pour te protéger de l'autre, mais pour te rappeler que tu ne veux plus vivre selon de vieux scénarios. 8. Choisis le respect de soi comme chemin quotidien. Aujourd'hui, je l'admets sans filtre. Parfois, je me lève, je me regarde dans le miroir, et la première chose que je remarque est une sorte de fatigue intérieure. Une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de toute l'énergie que j'ai dépensée, sans m'en rendre compte, à essayer de ne pas me perdre dans les yeux de quelqu'un d'autre. Je me surprends à repasser des gestes, à revoir des mots qui n'ont plus de destinataire, ressentant ce tiraillement inconfortable de vouloir me justifier face à une absence. Il y a des jours où même le café a un goût différent parce que l'esprit s'acharne à associer cette saveur à un autre rituel partagé. Et c'est là que je me rends compte, avec un mélange de honte et de clarté, j'ai laissé mon respect de soi devenir une monnaie d'échange pour acheter des miettes de validation. Le conflit est brutal, car il se ressent dans la peau, dans la façon dont tu changes ta posture quand tu sais que tu pourrais croiser cette personne, dans la manière dont tu serres les mâchoires pour ne pas laisser sortir ce que tu voudrais vraiment dire. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est la réalité de chaque geste qui révèle combien tu te valorises ou combien tu te vends pour ne pas vouloir déranger. La scène se répète dans les détails les plus minimes. Tu réponds aux messages rapidement, tu ajustes ton ton pour ne pas sembler trop distant ni trop désespéré, tu choisis tes vêtements en pensant à l'opinion qu'ils pourraient susciter. Chaque micro-décision est un rappel que le respect de soi n'est pas un grand discours, mais une somme d'actions inconfortables que personne ne voit. C'est attendre les transports en commun et ressentir l'envie de vérifier ton téléphone juste pour voir s'il y a un message, même si tu sais que tu ne devrais pas. C'est rester silencieux dans une conversation pour éviter les conflits, avalant tes propres opinions pour ne pas perdre le peu d'espace que tu crois avoir dans la vie de quelqu'un. C'est l'usure silencieuse. L'accumulation de petits renoncements qui, ensemble, finissent par éroder la dignité intérieure. Personne ne t'oblige à céder du terrain, mais tu le fais quand même, convaincu qu'ainsi tu souffres moins, même si en réalité tu ne fais que retarder le moment d'affronter le vide. Le respect de soi n'est pas quelque chose qui se décrète à haute voix, il se construit chaque fois que tu choisis d'agir en cohérence avec ce que tu sais que tu mérites, même si cela signifie supporter la solitude ou le silence inconfortable.
Il ne s'agit pas de s'imposer aux autres, ni de devenir rigide, mais de cesser de te trahir dans les petites choses. C'est répondre quand tu veux vraiment, pas par peur de perdre le lien. C'est maintenir tes limites même si ta voix tremble. C'est te permettre de ressentir la douleur sans l'utiliser comme excuse pour te rabaisser. La discipline du respect de soi est la plus rude, car personne ne se soucie de savoir si tu la respectes ou non. Seul toi paie le prix de l'ignorer. Ligne emblématique. La dignité se mesure dans les détails quotidiens, pas dans les discours. Il y a une image qui ne me lâche pas. Le poids de chaque décision que tu prends pour plaire, pour éviter le conflit, pour retenir ce qui n'est déjà plus là. L'accumulation se ressent comme un fardeau invisible qui te fait marcher plus lentement, te prive d'air, te vole ta spontanéité. Rompre avec ce schéma implique d'accepter l'inconfort de ne pas être compris, de ne pas plaire tout le temps, de ne pas recevoir le message attendu. Et c'est là que commence le véritable détachement. Non pas quand tu parviens à oublier, mais quand tu choisis de te respecter, même si cela te laisse seul sur le quai. Le respect de soi est un muscle qui se renforce avec chaque geste inconfortable, avec chaque non qui te fait plus mal à toi qu'à l'autre, avec chaque fois que tu choisis ta clarté plutôt que l'acceptation des autres. La pratique stoïque le résume sans fioriture. Tu n'as de contrôle que sur tes propres actions, et chaque fois que tu cèdes à la pression de plaire, tu délègues ce contrôle. Il n'existe pas de paix intérieure pour celui qui se trahit dans le quotidien. Ligne emblématique. Personne ne va te donner le respect que tu ne te donnes pas toi-même. La liberté que tu cherches se construit dans le silence de tes décisions privées, dans l'honnêteté brutale d'agir selon tes principes, même si personne n'applaudit. Choisir le respect de soi est inconfortable, mais c'est le seul chemin qui ne t'abandonne pas quand le reste s'en va. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens ne changent pas. Ils vieillissent, simplement. Ils se convainquent que grandir, c'est accumuler des responsabilités, des dépenses et des routines de plus en plus coûteuses, et ils se résignent à voir les jours s'empiler sans laisser de traces sur leur caractère. Il y a une vérité inconfortable derrière cette résignation. Chaque année que tu laisses passer sans entraîner ta volonté, ta confiance et ta discipline, tu mets plus de cadenas à cette version de toi qui aurait pu se transformer. Il ne s'agit pas de talent ni de temps libre. Il s'agit de choisir, avec froideur et sans excuse, un seul hobby qui fonctionne comme ton propre terrain d'entraînement privé. Un seul. Pas pour te divertir, mais pour te forger. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui survivent réside dans la capacité à s'engager dans une pratique, jour après jour, même lorsque personne n'applaudit et qu'il n'y a pas de résultats immédiats. Le stoïcisme l'a clairement dit, la seule chose sous ton contrôle est ton effort, pas le résultat. Tu peux perdre des mois à attendre la motivation ou le moment parfait, mais aucun ne viendra. La véritable transformation se construit avec des décisions inconfortables et des actes répétés quand tu as le moins envie. Tu n'as pas besoin d'un changement de vie. Tu as besoin d'une structure, d'un mécanisme qui t'oblige à te répondre à toi-même. La discipline ne se hérite pas, elle s'entraîne. La confiance non plus, elle se construit dans le silence, quand tu choisis de ne pas abandonner. Arrête de chercher l'activité parfaite, choisis-en une, engage-toi et laisse la constance faire le reste. Arrête de te distraire et commence à t'entraîner. Aujourd'hui. 1. Choisissez un seul loisir et engagez-vous. La plupart des gens ne s'améliorent pas. Ils se cachent simplement derrière des excuses bien rodées et des loisirs qui ne les mettent pas au défi. C'est la vérité inconfortable. Ce que vous appelez intérêt est souvent juste un masque pour la paresse.
Vous avancez en âge, mais pas en caractère. Vous vous convincez que vous changerez quand vous aurez le temps, l'énergie ou l'inspiration. Mais ce que vous faites, c'est reporter ce que vous savez douloureux. Choisir quelque chose de difficile, vous engager et supporter le poids de l'inconfort réel. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de négocier avec vous-même. Vous n'avez pas besoin de plus d'informations, ni de motivation, ni d'un autre tutoriel. Ce qui vous manque, c'est la décision. Choisir un seul loisir sérieux et s'y engager pendant 6 mois est plus transformateur que n'importe quel discours de motivation. Car cela vous oblige à faire face à vos propres limites, à vos propres pièges mentaux, à la résistance intérieure que vous avez nourrie pendant des années. Vous ne trouverez pas de discipline en passant d'une activité à l'autre selon votre humeur. La discipline se forme lorsque vous refusez d'abandonner au 3e, 4e ou 10e jour, quand il n'y a plus de nouveautés ni d'applaudissements, juste vous, votre fatigue et la tentation de revenir à ce qui est confortable. Il y a des gens qui cherchent des raccourcis, qui collectionnent les loisirs comme si cela était un signe de richesse personnelle, mais rien de tout cela ne change votre structure interne. La multiplicité n'est qu'une dispersion élégante. Si vous voulez des résultats réels, vous devez construire une routine qui fait mal, qui met en lumière votre manque de constance et qui, par la force de la répétition, forge votre caractère là où cela vous coûte le plus. Choisissez-en un. Boxe, écriture, haltérophilie, calisthénie, échecs, peu importe, mais un seul. Vous n'avez pas besoin de variété, vous avez besoin de profondeur. Et la profondeur ne s'acquiert qu'en supportant l'ennui, la frustration et la lenteur du véritable progrès. Beaucoup craignent l'engagement car cela implique de rendre des comptes. Si vous choisissez un seul loisir et que vous le maintenez, vous ne pouvez plus vous cacher derrière l'excuse du manque de temps ou de l'excès d'options. Là se révèle le véritable ennemi, votre incapacité à soutenir l'effort lorsqu'il n'y a pas de gratification immédiate. Mais c'est justement ce que vous devez entraîner. L'autodiscipline ne se développe pas en choisissant ce qui est facile, mais en maintenant ce qui est difficile jusqu'à ce que la résistance devienne une habitude. L'inconfort est votre meilleur maître. Si vous fuyez cela, vous vous condamnez à une vie tiède, à mi-chemin entre ce que vous rêvez et ce que vous craignez. Si vous l'affrontez, chaque séance, chaque jour sans abandonner, est un investissement émotionnel qui se multiplie. Il y a une différence énorme entre se divertir et se transformer. Le divertissement est une dette. Chaque heure que vous passez dans des distractions et du temps que vous volez à votre version la plus forte. La transformation, en revanche, est un investissement. Elle exige que vous échouiez, que vous fassiez des erreurs, que vous ressentiez le poids de la médiocrité, et pourtant que vous reveniez le lendemain. Vous ne changerez pas avec des promesses, vous changerez avec l'entraînement. Vous devez arrêter de vous demander si c'est le bon moment et commencer à agir comme si vous n'aviez pas d'autre option. Rendez-le inconfortable, rendez-le difficile, rendez-le constant. Engagez-vous dans ce qui vous met mal à l'aise. Ce sera le muscle qui vous sépare des autres. Personne ne peut forger votre caractère à votre place. C'est votre responsabilité. Et cela commence lorsque vous choisissez une bonne fois pour toutes d'arrêter de sauter et de commencer à creuser profondément. 2. Transformez la pratique quotidienne en discipline. Vous vous retrouvez dans la même routine. Le réveil sonne, vous éteignez l'alarme, vous vous promettez que c'est aujourd'hui que vous allez commencer. Vous vous asseyez devant l'ordinateur, laissez le café de côté, et vous vous dites qu'après le travail, vous allez consacrer une demi-heure à ce hobby que vous avez juré de prendre au sérieux. Vous le répétez mentalement pendant que vous consultez vos emails, pendant que vous répondez à des messages, pendant que vous pensez à tout ce que vous devriez être en train de faire. Mais quand vient le moment réel, quand la journée s'éteint et qu'il ne reste que vous et la décision d'agir, l'énergie semble s'être évaporée. Le dialogue silencieux surgit, cette négociation interne qui finit toujours de la même manière. Aujourd'hui ne compte pas, demain, oui.
Et ainsi, l'engagement se dilue dans de petites excuses, dans ce piège mental qui vous fait voir la discipline comme un sacrifice impossible au lieu de ce qu'elle est vraiment, une pratique quotidienne, inconfortable, qui n'a pas besoin d'enthousiasme, juste de décision. L'esprit cherche des raccourcis. C'est la première chose que vous devez accepter. Chaque jour, votre cerveau va essayer de vous convaincre que ce n'est pas grave si vous remettez à plus tard, que un jour de plus, sans accomplir, ne change rien. Mais c'est le mensonge le plus coûteux. L'habitude ne se crée ni avec un grand élan de motivation, ni avec de bonnes intentions isolées. Elle se construit dans la répétition quotidienne, surtout quand vous en avez le moins envie. La discipline n'est pas un trait magique, c'est le résultat de vous traîner à tenir votre parole, même si vous n'en avez pas envie, même si vous vous sentez lent, maladroit ou médiocre. La pratique quotidienne est un rendez-vous avec vous-même où l'on mesure vraiment combien valent vos promesses internes. Et cette valeur se forge justement dans les mauvais jours, car les jours faciles n'enseignent rien. La plupart des gens ne réalisent pas que la discipline commence bien avant l'action visible. Elle apparaît dans les microsecondes où vous décidez si vous suivez la routine ou si vous vous donnez la permission d'échouer. Elle apparaît lorsque vous vous demandez à quel point votre parole vous importe, lorsque vous cessez de vous justifier et vous exposez à l'ennui de commencer une nouvelle session, même si vous vous sentez bloqué. L'esprit, par défaut, va chercher un soulagement, se distraire, procrastiner, rationaliser l'abandon. Si vous vous laissez emporter par cette inertie, vous finissez par renforcer le mauvais muscle, celui de l'autosatisfaction et de l'auto-illusion. Mais chaque fois que vous choisissez de pratiquer, même si votre effort est minime, vous envoyez un signal différent. C'est moi qui commande, pas mon état d'esprit. La discipline, c'est faire ce qui est nécessaire, même si personne ne regarde. C'est l'une des lignes qui sépare ceux qui transforment leur caractère de ceux qui ne collectionnent que des intentions. Il y a un mécanisme subtil que vous devez apprendre à identifier. L'esprit déteste l'inconfort et se spécialise dans sa minimisation. Des pensées apparaissent comme « ça ne sert à rien »,« je n'avance pas »,« c'est trop peu pour compter ». Mais c'est là que la pratique quotidienne devient discipline, car elle implique d'ignorer le besoin de ressentir des résultats immédiats et de se concentrer uniquement sur la constance. Votre valeur ne se mesure pas à l'intensité d'un seul jour, mais à la quantité de jours pendant lesquels vous pouvez maintenir une action simple, même lorsque la motivation disparaît. La confiance authentique naît de l'accomplissement dans le petit, de l'entraînement à ne pas négocier avec la faiblesse, de la capacité à supporter la lenteur sans fuir. La véritable force est la capacité de continuer même sans envie. Là, dans cet espace inconfortable, la pratique cesse d'être simplement une activité et devient discipline, une structure interne qui résiste à l'épreuve du temps et à la marée des excuses. 3. Entraîne ton caractère, pas seulement tes compétences. Il y a une vérité inconfortable qui ressemble à une petite trahison chaque fois que je l'admets. La plupart de mes compétences, à elles seules, n'ont pas changé ce que je suis. J'ai appris des techniques, accumulé des réussites symboliques, mais au fond, le même schéma mental persistait. Facilité à briller quand c'est facile, tendance à abandonner ou à me justifier lorsque le processus devient rude, répétitif, ingrat. Je me suis rendu compte que pendant des années, j'avais confondu progrès technique et évolution personnelle. Je savais plus, je faisais plus, mais je continuais à esquiver ce qui pèse vraiment. Entraîner le caractère. Ce n'est pas agréable de regarder cela en face. Les compétences peuvent être une armure très élégante pour cacher que ma capacité à soutenir l'effort, à affronter l'ennui, à continuer quand tout devient difficile, restait faible. Apprendre à programmer, lire plus vite, mieux parler en public, tout cela impressionne en surface. Mais aucun accomplissement extérieur ne te prépare au moment où la motivation disparaît et où il ne reste que ta capacité à résister. Si tu examines avec honnêteté la séquence de tes intérêts, tu verras qu'à chaque fois que tu maîtrises les bases de quelque chose, ton esprit cherche la prochaine stimulation. Le schéma est clair. Au début,
curiosité et illusion. Ensuite, l'inconfort de la stagnation. Puis, l'abandon déguisé en « je suis en train d'explorer ». Ainsi, tu ne développes jamais de profondeur. Tu te remplis de compétences fonctionnelles, mais le caractère reste immature, sans la résistance ni la solidité qui ne se forgent que lorsque tu persistes malgré l'inconfort. L'erreur est de penser que les compétences te donnent de la valeur par elles-mêmes. En réalité, ce ne sont que des outils. Si ton caractère est fragile, tu les abandonnes dès qu'elles pèsent. Ce que tu es pèse plus que ce que tu sais faire. Et c'est ce que presque personne ne te dit. Tu peux être habile, même talentueux, mais si ton caractère se brise face à la frustration, tout ce que tu sais devient ornement, pas transformation. Entraîner le caractère implique de changer la logique avec laquelle tu abordes chaque pratique. Il ne s'agit plus seulement d'améliorer techniquement, mais d'utiliser chaque session comme une occasion de renforcer ta capacité à résister à l'ennui, au doute, à la tentation de procrastiner. Lorsque tu choisis un hobby transformateur et que tu le maintiens, tu ne t'entraînes plus seulement tes mains ou ton intellect. Tu commences à entraîner la partie de toi qui décide de ne pas abandonner lorsque personne ne te regarde. La différence est abyssale. L'apprentissage superficiel te permet d'impressionner, mais la pratique profonde te forge. Ce processus est inconfortable précisément parce qu'il n'y a pas de raccourci. Tu dois rester dans l'ennui, regarder en face ton envie de fuir, résister à l'auto-négociation qui essaie de te convaincre que aujourd'hui n'a pas d'importance. Chaque fois que tu privilégies le caractère sur la compétence, tu investis dans quelque chose qui ne s'oxyde pas avec le temps. C'est la base sur laquelle tout le reste repose. Une personne disciplinée peut apprendre n'importe quoi, car elle ne dépend plus de la force de l'enthousiasme, mais de la solidité de son engagement. La plupart investissent des heures à améliorer des techniques, mais peu font le travail intérieur d'entraîner la tolérance à la frustration, l'humilité de répéter les bases, l'honnêteté brutale d'accepter que ce qui est difficile n'est pas l'extérieur, mais la fatigue et la résistance interne. Le caractère est la capacité de continuer quand personne n'applaudit. Il y a ceux qui passent leur vie à chercher une validation externe, mais la véritable croissance se produit dans la solitude inconfortable de la pratique soutenue. Alors, lorsque tu choisis ton hobby, ne pense pas seulement à ce que tu vas apprendre à faire, mais à la structure interne que tu vas renforcer. Demande-toi, quelle est la fracture de caractère que tu dois réparer? Quelle est la résistance que tu évites depuis des années? Et utilise cette pratique comme un gymnase psychologique. Si tu maintiens 6 mois de discipline, tu ne vas pas seulement améliorer une compétence, tu vas transformer la façon dont tu fais face à tout ce qui fait mal et pèse dans ta vie. Personne ne se souvient de ton CV de hobby, mais tout le monde se souvient du type de caractère que tu as cultivé lorsque personne ne t'obligeait à continuer. La différence se joue dans la profondeur, pas dans l'éclat. Entraîne ton caractère, pas seulement tes compétences. C'est ce qui te soutient vraiment quand tout le reste échoue. 4. Utilise le loisir comme champ de transformation. Tu avances sur un escalator qui monte très lentement. Autour de toi, les gens restent immobiles, regardant leur téléphone ou les bras croisés, attendant que le mouvement extérieur les mène à un autre niveau presque sans effort. Mais il y a une différence subtile. Certains, en silence, décident de marcher à contre-courant du rythme lent de la machine, montent une marche, une autre, et chaque pas devient plus difficile, car tout le système est conçu pour que tu restes immobile. C'est ainsi qu'on utilise un loisir comme champ de transformation. Ce n'est pas seulement du divertissement ni une pause dans la routine, mais aller à contre-courant de ta programmation quotidienne, te forçant à avancer quand tout t'invite à l'inertie. Tu choisis la boxe et à chaque coup porté, tu ressens le poids réel de ton manque de précision, de ton anxiété, de la fatigue que tu ne peux pas dissimuler quand il n'y a ni musique ni public. Tu prends l'écriture et en te confrontant à la page blanche, chaque ligne est un combat visible avec tes pensées dispersées, avec la voix intérieure qui exige de la perfection, avec l'inconfort de voir tes limites exposées dans des mots maladroits.
Tu soulèves des poids et le métal froid ne négocie pas. Il met en évidence la faiblesse de ton corps et plus encore, la facilité avec laquelle ton esprit cherche des excuses pour s'arrêter. Il n'y a pas de filtre, pas de masque, juste toi et la résistance que tu dois surmonter. Ce qui est véritablement transformateur dans cette approche réside dans les détails que presque personne ne voit. Ce moment où tu fermes les poings pour essayer à nouveau un tour de plus, même si tu sens le tremblement dans tes bras. La façon dont tu prends une grande respiration avant d'écrire la phrase que tu crains le plus, sachant que personne ne va te féliciter pour t'être assis aujourd'hui. La sueur qui te parcourt le dos alors que tu soutiens le dernier effort, sans témoin ni applaudissements. Juste la certitude que le muscle de la discipline se renforce en silence. Utiliser le loisir comme champ de transformation signifie que chaque session est une négociation avec la fatigue, un investissement émotionnel qui ne se traduit pas par une gratification immédiate, mais qui accumule un capital invisible. La confiance que tu peux soutenir l'effort, la tranquillité de savoir que tu ne fuis pas ce qui est difficile, la contenance de celui qui a appris à résister à l'inconfort sans drame. La constance est plus précieuse que le talent. C'est une vérité que tu ne comprends que lorsque tu traverses la routine quotidienne et que tu découvres que la clé n'est pas ce que tu accomplis, mais ce que tu supportes. Cette pratique t'oblige à reconnaître les pièges de ton esprit, la tendance à sauter lorsque l'ennui apparaît, l'impulsion de chercher une nouvelle stimulation parce que cela te permet d'éviter de voir ton propre manque de profondeur. Si tu choisis un seul loisir et que tu en fais ton champ d'entraînement, ce que tu travailles n'est pas la compétence en soi, mais la manière dont tu fais face à tes propres excuses, à la paresse qui se déguise en sophistication, au désir de reconnaissance rapide. Jour après jour, les gestes deviennent des rituels, les gants ajustés, le carnet ouvert, la barre de fer dans les mains. Chacun de ces détails est un rendez-vous privé avec ta volonté, un rappel physique que le caractère ne s'hérite pas et ne s'improvise pas. Il se forge dans les répétitions inconfortables que personne ne veut soutenir. Le véritable changement est inconfortable et silencieux. Tu n'as pas besoin de variété, tu as besoin de profondeur. Lorsque tu utilises le loisir comme champ de transformation, tu cesses d'attendre des résultats externes et commences à valoriser la croissance interne invisible, celle qui ne se remarque que lorsque tu regardes en arrière et reconnais que tu n'es plus la même personne qui évitait l'effort. Il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles compétences pour impressionner les autres, mais d'entraîner la partie de toi capable de résister à la tentation d'abandonner. C'est le seul capital qui ne se perd jamais. 5. Remplacez les distractions par un entraînement intentionnel. Chaque heure de distraction est une dette que vous imposez à votre avenir. C'est aussi simple que cela, aussi brutal. Vous vous mentez en disant que vous avez besoin de vous détendre, de réinitialiser l'esprit, de vous perdre un moment dans des vidéos, des jeux ou des réseaux sociaux, parce que la vie est dure et que vous méritez une pause. Mais la vérité est autre. Chaque minute que vous offrez à l'évasion est du temps volé à la seule personne qui pourrait changer votre histoire. Ce n'est pas un manque de temps, c'est un excès de concession. Et le prix, c'est vous qui le payez, pas demain, mais dès aujourd'hui. Car chaque distraction affaiblit le muscle de la décision et vous entraîne à fuir chaque fois que quelque chose vous dérange. Ne vous trompez pas, la plupart ne sont pas distraits par accident. C'est un choix répété, jusqu'à ce qu'il devienne une identité. Si vous ne coupez pas ce cycle, vous devenez le genre de personne qui vit avec un agenda rempli de rien. C'est ici que vous devez être impitoyable avec vous-même. Vous n'êtes pas victime de vos habitudes. Vous êtes l'architecte de votre dispersion. Si vous voulez vraiment transformer votre vie, il ne suffit pas d'essayer de laisser les distractions de côté.
Vous devez les remplacer à la racine et les substituer par un entraînement intentionnel. Vous voulez ressentir un changement réel? Alors arrêtez de donner vos meilleures heures à la dopamine bon marché et changez l'équation. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous perdre dans le facile, choisissez à la place la pratique inconfortable, délibérée, répétée. Il ne s'agit pas de diaboliser les loisirs, mais de cesser de les utiliser comme excuse pour ne pas affronter ce que vous savez que vous devez construire. La différence entre celui qui s'améliore et celui qui stagne est simple. L'un transforme le temps mort en investissement, l'autre en fuite. Peu importe combien de tutoriels vous regardez sur la productivité, ni combien de livres vous surlignez sur les habitudes. Tant que vous continuez à utiliser les distractions comme des analgésiques pour votre inconfort, tout progrès sera superficiel et réversible. La seule façon de changer la structure interne de votre caractère est de la soumettre jour après jour au rigorisme de la pratique consciente. C'est là que la plupart échouent. Ils veulent des résultats sans payer le prix de l'attention soutenue. Mais la vie ne récompense pas les dispersés. Si vous ne pouvez pas contrôler votre concentration, peu importe votre talent, vous allez vous briser face à la première difficulté sérieuse. La différence entre un amateur et quelqu'un qui se transforme est que ce dernier sait que chaque moment d'entraînement est une déclaration de guerre contre l'auto-tromperie. Là où vous mettez votre attention, là croît votre pouvoir. C'est la ligne qui sépare ceux qui progressent de ceux qui répètent leurs excuses avec des mots plus sophistiqués. La prochaine fois que vous ressentirez la tentation de vous perdre dans le trivial, comprenez que ce n'est pas juste une petite décision, c'est une micro-trahison à votre version la plus forte. Choisissez, même si cela coûte, même si cela fait mal, même si cela semble insignifiant. C'est cela l'entraînement réel. Remplacez l'impulsion automatique de distraction par la pratique délibérée qui dérange et exige. N'attendez pas de vous sentir prêt, n'attendez pas d'avoir le moral. La discipline se construit juste lorsque vous vous traînez à accomplir même sans envie. Si vous tolérez que vos journées soient remplies de distractions, vous devenez expert en échouer en silence. Si vous remplacez l'évasion par un entraînement intentionnel, chaque session compte, chaque répétition compte, chaque jour devient un investissement qui ne se dévalue pas. L'avenir ne se négocie pas. Soit vous le construisez, soit vous le perdez. Choisissez de cesser de vous distraire et commencez à vous entraîner vraiment. Personne ne le fera à votre place. 6. La confiance grandit avec la constance silencieuse. La confiance n'est pas une émotion spontanée ni un cadeau qui tombe du ciel. C'est le résultat inévitable de la constance que personne ne voit. C'est la vérité inconfortable. Beaucoup attendent de ressentir de la sécurité avant d'agir, cherchent des signes extérieurs, une approbation, un moment parfait. Mais la véritable confiance se construit dans l'arrière-boutique, lors de jours gris et répétitifs où personne ne vous regarde. Ce n'est pas une sensation qui apparaît après un accomplissement, mais une conséquence directe de maintenir une pratique, de se tenir à ses engagements même lorsque la fatigue pèse et que la motivation s'est évaporée. Nous vivons dans une culture qui valorise le coup d'éclat, le changement soudain, le succès rapide. Mais ce qui transforme vraiment, c'est l'accumulation silencieuse de petits engagements honorés en privé. La confiance grandit lorsque vous tenez vos promesses dans la solitude. C'est ce que presque personne ne vous dit, parce que cela ne se vend pas. Ce n'est pas accrocheur. Cela ne peut pas être montré sur les réseaux comme un trophée. Mais là se trouve la racine de tout changement réel. Ce processus est beaucoup moins romantique que vous ne l'imaginez. Il n'y a pas de feu d'artifice, ni de avant-après clair. Il y a des nuits où vous doutez même de votre but, des jours où votre cerveau vous offre des raisons parfaites d'abandonner, des souvenirs de promesses brisées qui pèsent comme un sac à dos invisible. C'est ici que la plupart échouent. Ils croient que la confiance se renforce avec de jolis mots ou des visualisations, alors qu'en réalité, elle se forge en traversant l'inconfort, en soutenant l'effort dans les moments les plus anodins. Chaque fois que vous choisissez de pratiquer même si vous n'en avez pas envie,
Chaque fois que vous affrontez la résistance au lieu de la négocier, vous renforcez une structure interne qui, peu à peu, devient incassable. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition. C'est la somme de micro-décisions que presque personne ne remarque, mais que vous savez exister. À l'intérieur se loge une certitude silencieuse. Vous êtes capable de supporter le poids de votre choix. Confondre confiance et estime de soi est l'une des erreurs les plus coûteuses que vous puissiez commettre. L'estime de soi fluctue avec vos émotions, dépend de la validation, est fragile face à la critique. La confiance construite à partir de la constance est beaucoup plus solide, car elle n'a pas besoin que les choses se passent bien pour exister. Elle repose sur le souvenir de tout ce que vous avez déjà soutenu quand il était plus facile d'abandonner. C'est pourquoi, lorsque vous maintenez un hobby transformateur pendant des semaines et des mois, la compétence que vous développez va au-delà de la technique. C'est une capacité à faire confiance à votre parole, à savoir que même si aujourd'hui c'est douloureux, demain vous recommencerez. La confiance est l'empreinte laissée par la constance. C'est une marque profonde, pas un ornement superficiel. Le conflit interne apparaît lorsque vous sentez que la pratique ne porte pas ses fruits, lorsque le progrès est lent et que tout semble stagner. Mais là se cache le piège. Votre esprit cherche des preuves immédiates pour justifier l'effort. Si elle ne les trouve pas, elle vous murmure d'arrêter. Le mécanisme est ancien, une défense contre la douleur de la frustration. Ce qui différencie ceux qui avancent de ceux qui restent au même endroit, c'est la capacité à se maintenir sans certitude, à pratiquer même s'il n'y a pas de garantie. C'est le véritable entraînement, supporter le vide du doute et continuer, une séance de plus, une fois de plus. Vous n'avez pas besoin de vous sentir en sécurité, vous devez agir avec constance. La sécurité viendra après comme conséquence, non comme condition préalable. En regardant en arrière, vous vous rendrez compte que la confiance authentique ne s'est pas construite lors des jours faciles, ni dans les moments d'applaudissement, mais lors de ces journées où vous ne comptiez que sur vous-même et avez décidé de ne pas négocier avec votre engagement. C'est ce qui vous prépare à des défis plus grands, à supporter des pertes, des rejets, des échecs. N'attendez pas de vous sentir prêt. Rendez-vous digne de confiance en vous, maintenant lorsque personne n'attend rien de vous. Être fiable pour soi-même est le premier grand accomplissement. Le reste se construit sur cette base. 7. Ne collectionnez pas les hobbies. Approfondissez-en un. Vous rentrez chez vous après une journée normale. Vous laissez les clés. Vérifiez votre téléphone. Ouvrez le réfrigérateur juste pour le refermer immédiatement. Et vous vous asseyez sur le canapé. Vous regardez l'horloge. Il reste encore du temps avant de dormir. Une douzaine d'options tournent dans votre tête. Vous pourriez regarder une série, lire quelques minutes, peut-être pratiquer la guitare, étudier un peu l'anglais, jouer à un jeu en ligne ou avancer ce cours que vous repoussez depuis des mois. Le menu est vaste, presque infini, mais la sensation est toujours la même. Aucune de ces activités ne vous exige vraiment. Aucune ne semble avoir suffisamment de poids pour faire bouger quelque chose en vous. Là, juste à ce carrefour trivial entre le confort et la dispersion, se décide bien plus que ce qu'il n'y paraît. Ce n'est pas seulement du loisir. C'est le moment où vous choisissez entre approfondir ou continuer à survoler la vie en surface. Si vous analysez ce qui se passe, il est évident que la multiplicité des options n'est qu'un piège déguisé en liberté. Le cerveau interprète la variété comme une opportunité, mais en réalité, c'est un mécanisme d'évasion. Passer d'un hobby à un autre évite l'engagement réel, vous permet de vous sentir actif sans supporter l'inconfort de la profondeur. Apprendre les bases de nombreuses choses soulage la peur de rester en arrière, vous donne l'illusion de progrès et d'une identité flexible, mais au fond, vous savez qu'il n'y a pas de véritable transformation. Ce qui est en jeu, ce n'est pas le temps libre, c'est la structure de votre caractère. Lorsque vous n'approfondissez pas, vous renforcez l'habitude d'abandonner dès que la nouveauté disparaît. Le coût accumulé est dévastateur. Vous devenez quelqu'un qui sait commencer mais pas terminer. Quelqu'un qui comprend des concepts mais ne les incarne jamais. La dispersion est le luxe de ceux qui ne veulent pas changer. Cette phrase marque la différence entre se divertir et évoluer.
Approfondir un seul hobby pendant 6 mois oblige à exposer tous vos mécanismes mentaux. Vous ne pouvez plus cacher le manque de constance derrière la variété, ni justifier l'abandon avec l'excuse que vous vous êtes ennuyé et avez besoin de quelque chose de nouveau. Le processus est inconfortable, car il confronte 2 systèmes opposés. Celui de la gratification immédiate, qui recherche le plaisir facile et la reconnaissance rapide, et celui de la véritable discipline, qui exige d'investir de l'attention, du temps et de tolérer la lenteur du progrès. Si vous choisissez de vous engager dans une seule pratique, vous commencez à remarquer comment toutes les résistances émergent: fatigue, frustration, autocritique, envie de passer à autre chose dès que les premiers obstacles apparaissent. Mais quelque chose de bien plus précieux apparaît également: la capacité de vous maintenir, de répéter, de supporter l'inconfort sans négocier. La clé est de comprendre que la profondeur ne se mesure pas par la compétence que vous développez, mais par la transformation interne que vous subissez en restant constant. Un seul hobby peut suffire à vous forger, tant que vous l'utilisez comme un entraînement de votre volonté. Ce n'est pas la boxe, l'écriture ou les échecs qui importent, mais le fait de revenir chaque jour, avec ou sans envie, prêt à traverser la résistance interne. La constance répétée est la seule chose qui transforme une activité triviale en un processus d'amélioration personnelle. Passer d'un intérêt à un autre ne renforce que la partie de vous qui fuit ce qui est difficile. Choisissez-en un et rendez-le inconfortable. C'est la véritable stratégie pour changer. La carte mentale est claire. Variété égale dispersion, profondeur égale transformation. Si vous vous analysez avec honnêteté, vous découvrirez que ce qui vous empêche le plus de grandir n'est pas le manque de talent, mais l'incapacité à rester dans l'inconfort le temps nécessaire pour que votre caractère s'adapte. C'est pourquoi cesser de collectionner des hobbies est un acte de maturité brutale. Cela signifie renoncer au plaisir superficiel de la nouveauté et parier, jour après jour, sur l'inconfort qui façonne. Vous n'avez pas besoin d'ajouter plus d'activités. Vous devez creuser là où ça fait mal. C'est le seul véritable progrès. 8. Agis aujourd'hui, n'attends pas le moment parfait. Il y a des jours où je me retrouve paralysé, observant l'horloge avancer tout en cherchant n'importe quelle excuse pour remettre à plus tard ce que je sais que je devrais faire. Je me vois laver la vaisselle trop lentement, ranger des objets sur le bureau, vérifier mon téléphone sans vraiment attendre quoi que ce soit d'important. C'est comme si une partie de moi attendait un signe, un symptôme clair que, maintenant, c'est le bon moment pour commencer. Comme si la motivation allait entrer par la porte et me lever du fauteuil. Mais la réalité est bien plus crue. Le moment parfait n'arrive jamais. Et ce qui s'accumule, c'est une sensation amère de trahison envers soi-même, comme si chaque jour perdu pesait un peu plus sur le corps. Cette attente passive devient une habitude invisible, une sorte de paralysie que l'on ressent dans les épaules, dans l'estomac, dans la respiration contenue. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est le poids de toutes les décisions que je n'ai pas prises. Je vois la lumière chaude de l'après-midi filtrée par la fenêtre, le café déjà froid à côté du clavier, le carnet ouvert et le stylo immobile. Chaque objet dans la scène semble être le témoin de mon indécision. Je bouge les mains, je me lève, je me rassois, je répète des gestes mécaniques. Si je m'arrête pour l'analyser, je remarque que ce qui me retient le plus n'est ni la fatigue ni le manque de temps, mais une sorte de superstition interne, la croyance absurde qu'il y aura un instant où tout se sentira aligné, où commencer sera facile et se fera sans résistance. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. Le temps s'échappe entre de petits reports et des gestes routiniers, et chaque jour où je remets à plus tard ce qui compte, je deviens un peu plus habile à négocier mon propre échec. Le problème, c'est que nous nous entraînons, sans nous en rendre compte, à attendre ce clic interne. Les muscles s'habituent à l'inertie. L'esprit devient expert dans la fabrication d'excuses subtiles, mieux demain, quand j'aurai moins de choses en tête, quand je ne serai pas si distrait. Mais ce demain ne se matérialise jamais, il ne fait qu'alourdir la dette interne.
Ce qui fait la différence, ce n'est pas de trouver le moment idéal, mais de créer une rupture dans la routine, un coup sec à la passivité. L'action ne semble pas naturelle au début. En fait, elle fait souvent mal, comme quand tu te forces à sortir courir par temps froid ou à écrire quand les idées semblent stagnantes. Ces premières minutes sont une sorte de friction physique, le corps tendu, la mâchoire serrée, la respiration plus courte. Mais c'est là, dans ce malaise concret, que se séparent ceux qui agissent de ceux qui ne font que fantasmer sur le changement. Il n'y a pas de motivation qui survive au poids de l'attente. La seule chose qui brise le cycle, c'est de se mouvoir avant de se sentir prêt, d'exécuter l'action sans négocier avec son humeur, de s'asseoir pour pratiquer même si l'élan initial est nul. C'est inconfortable, oui, et le progrès semble lent, presque invisible pendant des semaines. Mais chaque jour où tu choisis d'agir, même mal, même en te sentant maladroit, tu accumules un investissement émotionnel que personne ne peut te prendre. Le présent est le seul véritable terrain d'entraînement. Si tu laisses passer, tu perds tout. Les mains tremblent moins avec le temps. L'esprit apprend à ignorer le bruit de la résistance. Et ce qui était autrefois une barrière insurmontable se réduit à une simple formalité. S'asseoir, commencer, continuer, vivre en attendant que tout se mette en place est la recette parfaite pour le stagnation. Personne ne va venir te donner la permission, personne ne va dégager le chemin pour toi. Le seul moment que tu as, c'est aujourd'hui, et ce que tu fais ou ne fais pas, tu vas le porter comme un poids sur le dos. Il n'existe pas de moment parfait, il n'existe que le moment présent. C'est la vérité inconfortable que tu dois apprendre à tolérer si tu veux vraiment changer. Ce que tu ne commences pas aujourd'hui, tu ne le commenceras probablement jamais. La différence ne se fait pas par le talent, ni même par la motivation, mais par la brutalité de l'honnêteté de regarder ton indécision en face et d'agir malgré elle. L'avenir ne se construit pas avec des plans. Il se construit avec des gestes concrets, répétés, inconfortables. Et tout commence quand tu cesses d'attendre et que tu t'obliges à franchir la ligne, maintenant, même si ça fait mal, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne sais pas si ça va servir. L'action est le seul véritable antidote contre la paralysie. Le reste n'est que décoration. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.